Le temps, désormais, est celui de la conclusion. Ce que nous pouvons tirer de ce que nous avons vu, sur quoi nous pouvons nous projeter nous-mêmes, comment l'Iliade se positionne-t-il en tant qu'institut par rapport à ce que nous avons constaté. Eh bien, pour le faire, bien évidemment, je vais appeler notre directeur de conscience à tous. Je vais appeler celui qui est un des membres fondateurs de l'Iliade, bien sûr, celui duquel je veux saluer à la fois le courage des prises de position, la qualité des analyses et du travail et la grande capacité à toujours rassembler, construire autour de lui. J'appelle sous vos applaudissements Jean-Yves Le Gallou. Je crois que l'invité hongrois, l'invité sur l'écran hongrois, a bien résumé toute la journée. Toute la journée qui a tourné, je crois, autour du mot courage. Le réveil européen, il doit passer par le réveil du courage. Alors je vais essayer de développer un concept nouveau qui, je pense, peut construire un certain nombre d'actions. Ce concept, c'est celui de préférence de civilisation. Permettez-moi, pour commencer, de souligner deux paradoxes. L'Union européenne a fait beaucoup de mal à l'Europe. Enferrée dans un projet mondialiste d'inspiration américaine, l'Union européenne a dénaturé l'idée d'Europe. D'autant que la novlangue des médias et des partis utilise systématiquement le mot « Europe » pour désigner l'Union européenne. La peste soit de ce mensonge orwellien. N'utilisez jamais le mot « Europe » pour parler de l'Union européenne. Et pourtant, l'idée d'Europe est revenue au premier plan, avec le chaos migratoire qui a fait reprendre conscience aux peuples européens de leur héritage commun. Ce sont les plus nationalistes qui ont été en pointe. À l'Est, les gouvernements hongrois, tchèques, slovaques ou polonais ont compris qu'en défendant leur identité nationale contre l'invasion, c'est l'identité européenne qu'ils protégeaient aussi. À l'Ouest, des mouvements comme Pegida en Allemagne, l'English Defence League en Angleterre, Riposte laïque, Le Non ou Le Ciel en France ont discerné que leur combat dépassait le cadre étroit des frontières nationales. Comme si la prophétie de Nietzsche, l'Europe se fera au bord du tombeau, était en train de se réaliser. Le problème de l'immigration n'est pas un problème national, ou pas seulement un problème national. C'est un problème européen. Car il touche tous les pays européens, quel que soit leur modèle politique et les solutions qu'ils ont envisagées pour le traiter. Le modèle assimilationniste français est en faillite. L'intégration républicaine est une illusion. Les Mera, Kouachi, Koulibaly ont bien obtenu administrativement la nationalité française, mais ils n'étaient français ni par les origines, ni par la culture, ni par les sentiments. En Scandinavie, en Grande-Bretagne et en Belgique, le modèle multiculturaliste est lui aussi en échec. Les quartiers communautaires se referment sur eux-mêmes. Dans les faits, les politiques publiques exigent de moins en moins des immigrés et de plus en plus de la société et du peuple d'accueil.
Un peuple à qui on demande d'adapter ses règles aux nouveaux venus. Changement des programmes scolaires, horaires de piscine et voitures de chemin de fer réservées aux femmes, limitation de la liberté d'expression pour ne pas choquer, interdits alimentaires, changement de nom des fêtes, et j'en passe. Tout conduit à nous demander d'amodier nos règles séculaires pour tenter de complaire à des immigrés de plus en plus nombreux et de plus en plus exigeants. Ces accommodements permanents de nos règles au nom du vivre ensemble ne sont pas raisonnables, mais déraisonnables. Ce n'est qu'une forme de soumission qui s'explique par la trahison de nos peuples et de notre civilisation par les oligarchies dominantes. Ce qu'il faut entreprendre va exactement à l'inverse de cela. Ce qu'il faut faire, c'est affirmer les traditions et les valeurs de notre civilisation. C'est instaurer une véritable préférence de civilisation, une préférence pour la civilisation européenne. Il ne s'agit pas d'affirmer dans l'absolu la supériorité de notre civilisation sur les autres, mais de refuser toute forme de relativisme et de repentance. La repentance du balai. Et de rappeler que notre identité ne vient pas de nulle part, mais a pour origine notre hérédité et notre héritage européen. Il s'agit aussi d'affirmer notre volonté de respecter notre civilisation, d'en reprendre et d'en enrichir les traditions et de les transmettre à nos descendants. Bref, de refuser la table rase et le grand remplacement génocidaire. La préférence de civilisation, c'est ne pas tout mettre sur le même plan. C'est préférer ce qui vient des nôtres et non des autres. La préférence de civilisation, c'est d'abord un récit. À côté du récit national, nous avons besoin d'un récit européen. Un récit structuré au cours de l'histoire par le conflit entre l'Orient et l'Occident, puis entre l'islam et le monde européen et chrétien. Dans ce récit, nous sommes du côté de Léonidas aux Thermopyles, de Scipion à Cannes, d'Octave Auguste à Actium, du roi Pélage à Covadonga, de Charles Martel à Poitiers, de Godefroy de Bouillon à Jérusalem, des rois catholiques à Grenade, de Don Juan d'Autriche à Lépante, de Jean Sobieski à Vienne. Nous sommes du côté des bâtisseurs des cercles mégalithiques, des temples grecs, des oppidums celtes, des églises romanes, des cathédrales gothiques, des palais Renaissance, des châteaux classiques, des édifices Art Nouveau. Nous savons que l'art européen est un art de la représentation et de l'incarnation, à travers la sculpture, la peinture et les arts décoratifs. Et c'est cela que nous devons poursuivre, malgré les interdits iconoclastes. Nous savons aussi que la musique polyphonique, l'orchestre symphonique et l'opéra sont des expressions inégalées du grand art. Non, tout ne se vaut pas. Toute politique culturelle digne de ce nom doit être ordonnée autour des riches traditions,
du patrimoine européen qui reste la source la plus féconde de notre imaginaire. Nulle équivalence non plus entre civilisations quant à l'affirmation et au respect des vertus propres à la féminité. D'un côté, le rôle reconnu des femmes à Athènes et à Rome, comme chez les Germains et les Celtes, puis leur place éminente dans l'univers chrétien. Sans oublier l'amour courtois qui irrigue le Moyen-Âge et les siècles qui suivent. De l'autre, la charia, selon laquelle en droit un homme vaut 2 femmes, la polygamie et le voile islamique. Le voile islamique. Gardons-nous de laisser ce marqueur ethno-culturel se répandre, car sa signification est brutale, comme les Allemands l'ont découvert dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Nos femmes voilées sont protégées, vos femmes libres sont à prendre. Affirmer la préférence de civilisation, c'est aussi refuser ce rapt. N'en déplaise aux républicains laïcs et aux curés de l'œcuménisme, il n'est pas juste non plus de placer toutes les religions sur le même plan. L'islam est une religion étrangère. Le christianisme est une part de l'histoire de l'Europe depuis plus de 15 siècles. Sans oublier que le christianisme a repris une partie de l'héritage et de la géographie sacrée des anciennes religions européennes. Il est d'ailleurs faux de parler des 3 monothéismes. Cette formule n'est rien d'autre qu'une construction intellectuelle consistant notamment à mettre sur le même plan le monothéisme absolu de l'islam, religion de soumission, avec le christianisme, religion trinitaire, respectant la liberté de l'homme et le libre arbitre. Sans oublier, dans le catholicisme, ça a été rappelé juste avant, le rôle éminent de la Vierge Marie, ni celui des saints et des saintes, y compris les saintes guerrières, comme Jeanne d'Arc ou Geneviève, qui sont un peu des réincarnations d'Athéna. Dans ces conditions, nulle égalité possible dans l'espace public et le calendrier festif entre l'islam et le christianisme. Noël, Pâques et le 15 août, inscrits dans notre longue mémoire, doivent continuer à rythmer nos vies. Nulle égalité non plus entre une civilisation fondée sur le libre arbitre et la liberté d'expression et une religion dont le maître mot est soumission. Nous n'avons pas davantage à accepter les interdits alimentaires venus d'ailleurs. Or, les pratiques de l'industrie agroalimentaire et les lâchetés de la restauration collective font disparaître progressivement le cochon des assiettes et imposent la généralisation de l'abattage halal. En France, il y a environ 10% de mahométans. Mais 50 à 60% des animaux de boucherie sont tués, contrairement à nos règles, sans étourdissement préalable. C'est l'inverse de la préférence européenne, c'est la préférence pour la sauvagerie étrangère. Une civilisation, ce sont aussi des règles de courtoisie et de politesse. Dans l'univers européen, dans les rues ou dans les transports publics, un homme s'efface devant une femme, un homme jeune devant un homme plus âgé. Des règles à rappeler et à faire appliquer aux sauvageons. Voici quelques axes à suivre
pour mettre en œuvre le principe de la préférence de civilisation. La préférence nationale était nécessaire il y a 30 ans. La préférence de civilisation est une exigence absolue aujourd'hui. Reste à savoir comment et par quelle forme d'action. J'en distinguerai 3. L'action politique classique, la dissidence individuelle, la résistance communautaire. La préférence de civilisation, c'est un projet politique qui devrait irriguer toutes les actions publiques à l'échelon de l'État comme des collectivités territoriales. Ainsi, c'est la préférence de civilisation qui devrait être la source d'inspiration de programmes scolaires axés sur la retransmission de la culture, de la langue, des valeurs et des règles issues de notre longue histoire. Le relativisme absurde consistant à enseigner l'histoire du monomo tapa à la place du siècle de Louis XIV doit être abandonné. La politique culturelle et patrimoniale pourrait aussi s'inspirer du principe de civilisation et les priorités budgétaires s'y conformer. La préférence de civilisation pourrait aussi, comme c'est le cas dans certaines villes du sud de la France, inspirer les politiques locales. Remise en valeur des fêtes votives, crèche de Noël et chasse aux œufs, refus des architectures étrangères avec coupoles et minarets. De même, la préférence de civilisation pourrait utilement inspirer les achats et les actions des médiathèques. Évitons aussi de sacrifier les comptes des provinces de France et des pays d'Europe au profit des historiettes africaines. La préférence de civilisation, c'est aussi une dissidence quotidienne. Refuser de se laisser imposer des mœurs et des coutumes étrangères. Être vigilant à l'école de ses enfants et ne pas y tolérer l'insupportable. Surveiller les étiquettes dans les supermarchés. Bannir les produits conformes aux interdits alimentaires venus d'ailleurs. Se porter vers les mets traditionnels, français ou européens, pour les vêtements comme pour l'ameublement, choisir les décors inscrits dans notre héritage tout en le renouvelant. Voyez, je porte une cravate ethnique, elle a un motif celtique. Refuser aussi que les musiques du monde, des flûtes indiennes au rythme syncopé des tam-tams, imposent leur dictature sur notre imaginaire. Bref, échapper à la tyrannie marchande de publicitaires déracinés. Et se souvenir qu'une civilisation, c'est une manière de percevoir le monde par l'œil, l'oreille, les papilles. La préférence de civilisation, c'est enfin la communautarisation des nôtres, ou plutôt le retour à la vie communautaire. Regardons les choses en face. Pour la première fois dans l'histoire, des peuples et des civilisations étrangères ont pris pied au nord de l'Europe. L'Europe est en voie d'islamisation et d'africanisation, au moins dans certains de ses quartiers. Par peur d'avoir à faire face à la réalité et au qu'en dira-t-on médiatique, la classe politique, tout parti confondu, multiplie les moulinets contre la communautarisation. C'est dérisoire. De même qu'il y a des pommes sous les pommiers, les Africains africanisent et les Mahométans islamisent. Le grand remplacement civilisationnel suit le grand remplacement démographique. Il est donc vain de se lamenter sur la communautarisation des autres. La vraie question est celle de la communautarisation des nôtres.
Ce qui importe, c'est qu'à travers des écoles, des mouvements de jeunesse ou de scoutisme, des associations, des groupements dans des villages, des sanctuaires, des médias, on l'a vu tout à l'heure, la communautarisation progresse. Réfléchissons à ce que nous devons à nos ancêtres. Retrouvons et transmettons l'esprit du clan. Transmettons la vie et la culture à travers des familles qui durent. Transmettons auprès des générations qui viennent notre longue mémoire. Transmettons les traditions des arts, des métiers et des sports enracinés et non hors sol. Soyons pour tout cela guidés par la filia. Cultivons l'amitié entre peuples européens proches, par-delà les médiocres oppositions monétaires, budgétaires ou économiques. Entretenons aussi l'amitié entre camarades engagés dans des formes de combat différentes, mais convergentes. Rester nous-mêmes est le préalable à toute reconquête. Ne soyez pas des consommateurs passifs, ni des râleurs stériles. Ne restez pas les bras croisés. C'est à chacun d'entre vous d'être le gardien de notre civilisation. Soyez des résistants, soyez des combattants.